Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à cette collation facile et l'informatique libre. Vous voyez à côté de moi, c'est Romain que vous lisez depuis tout à l'heure dans le clavardage. Ça va être notre facilitateur, ben pas facilitateur, modérateur technique pour aujourd'hui. Donc, c'est lui qui s'occupe. Si vous avez un souci, une question, eh bien, vous pouvez vous adresser à Romain. Pour vous adresser à quelqu'un, justement, on est sur une nouvelle... Excusez-moi, je pars tout de suite sur la plateforme, mais comme c'est une nouvelle plateforme peut-être pour certains, je vais tout de suite un peu éclairer l'utilisation. Donc, pour vous adresser à quelqu'un en privé, vous cliquez sur son nom. À gauche de l'écran, vous avez la liste des utilisateurs et vous allez avoir l'option de commencer une conversation privée avec la personne lorsque vous cliquez sur son nom. Donc, si vous avez un problème, vous voulez passer un commentaire, vous pouvez parler directement à Romain ou écrire dans la conversation publique. Aussi, tout ce qui est caméra, micro, c'est au bas de l'écran. Donc, vous pouvez voir un peu, c'est à peu près au même endroit que lorsqu'on utilise Zoom. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez Zoom. Donc, vous avez le même petit logo de micro que vous pouvez muter, démuter. Et même chose pour la caméra. Et il y a aussi l'option, le petit téléphone qui permet de rejoindre l'audio. Donc, c'est ça pour les fonctions. Juste vous dire que l'événement d'aujourd'hui, il est enregistré et il sera rediffusé sur le site d'Alpha Numérique et potentiellement aussi sur la page Facebook d'Alpha Numérique. On veut que les gens soient bien au courant de ça avant de faire ainsi. Donc, si vous préférez communiquer par le clavardage, c'est parfait. Si vous voulez parler à haute voix aussi pour poser une question, ça sera possible, mais c'est ça, soyez avisés que l'on enregistre. Donc, la collation d'aujourd'hui, c'est facile et l'informatique libre et c'est présenté dans le cadre de la Semaine québécoise de l'informatique libre. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe justement derrière ça. On vous remercie de nous donner l'opportunité de faire partie de ce superbe événement. Donc, je me présente, Bianca, je suis chargée de conception et de médiation dans l'équipe Alpha Numérique. Je m'occupe surtout des événements dernièrement. Donc, j'ai grand plaisir d'organiser puis de modérer la collation d'aujourd'hui ainsi que les autres collations. Donc, vous m'avez peut-être déjà vu. Alpha Numérique, c'est quoi? C'est un projet qui est porté par Bibliopresto en collaboration avec Technoculture Club. C'est un projet qui est national, qui offre des formations gratuites pour développer les compétences numériques. Le projet va être déployé jusqu'en mars 2022 et on offre des activités en ligne à l'heure actuelle, étant donné la pandémie. Donc, si vous êtes une bibliothèque ou un organisme communautaire, vous pouvez programmer nos ateliers, que ce soit sur les tablettes, les fausses nouvelles, la cybersécurité et beaucoup plus encore. Donc, on vous invite à vous rendre sur notre site web alphanumérique.ca ou à nous écrire. On a une adresse qui est spécialement conçue pour le communautaire. Si vous êtes un organisme communautaire, vous pouvez nous écrire à communautaire@technoculture.club. J'inviterai Romain, s'il peut, à l'écrire dans le clavardage. Donc, communautaire@technoculture.club si vous voulez justement avoir nos activités de programmer pour un organisme communautaire. Et pour les bibliothèques, eh bien, c'est simplement info@alphanumérique.ca. Donc, comme je vous l'ai dit, on utilise la plateforme de visioconférence Big Blue Button. Pourquoi? Bien, le but, c'est de vous faire découvrir l'univers des logiciels libres. Et justement, notre invité va vous en dire plus sur la question, là. Mais juste vous dire, c'est pour ça qu'on utilise cette plateforme-ci aujourd'hui. Qui d'ailleurs, pour moi, c'est une première d'utiliser cette plateforme-là, justement en live avec plusieurs personnes. Puis je la trouve assez chaleureuse. J'aime bien comment le clavardage se défile. Il y a comme un peu une ambiance. On dirait qu'on se sent plus proche de l'auditoire. Je dois dire que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup l'expérience. Donc, je vous ai présenté Romain. On prend un petit moment pour le remercier, justement, pour être notre soutien technique. Puis, s'il y a un problème de connexion qui m'arrivait ou
quelque chose, c'est possible qu'il reprenne le contrôle, donc que vous l'entendiez ou que vous le voyez. Ne soyez pas surpris. Donc, on souhaite que vous puissiez prendre part à la conversation. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous dans la discussion. Vous pouvez poser des questions à notre invité, mais aussi partager des témoignages puis des expériences sur le sujet qui est abordé aujourd'hui. C'est un sujet que je crois qui est assez important. C'est vraiment l'idée de l'informatique libre. Mathieu va vous en dire beaucoup plus, mais disons que c'est vraiment une visée qui cherche à décentraliser puis à autonomiser les individus, les communautés. Donc, je pense que c'est une discussion qui est vraiment importante d'avoir à l'heure actuelle. Puis c'est aussi une discussion qui exige beaucoup d'intelligence collective parce que beaucoup des nouvelles pistes qui existent sont encore à penser. Puis c'est pour ça que c'est si important de partager et de réfléchir collectivement sur cette question. Donc, il va y avoir 2 périodes de questions aujourd'hui. Il va y avoir une période de questions vers environ 13 heures et une autre à la fin vers 13h20, 13h15. On va voir un peu, là, on va s'ajuster de façon organique avec toutes les belles choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors, 2 périodes de questions aujourd'hui, parce que je pense que c'est un sujet qui est assez dense puis très riche. Ça va être intéressant de dialoguer sur la question. Donc, on n'a pas la prétention de vous fournir des réponses ou des modes d'emploi. On est vraiment ici pour mettre en commun nos expériences, puis mettre en lumière certaines réalités du monde numérique. Donc, je vous présente brièvement dans mes mots notre invité d'aujourd'hui, puis après ça, je vais lui laisser la parole. Notre invité, c'est Mathieu Gauthier-Pilote. Il est formé en conception de systèmes informatiques. Il est spécialiste des logiciels libres et des technologies du web. Parallèlement à sa carrière professionnelle, il est membre depuis 2003, administrateur depuis 2012 et président du conseil de Facile depuis 2015. Donc, Facile, c'est quoi? C'est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'appropriation collective de l'informatique libre par les Québécois et les Québécoises. Donc, sans plus tarder, j'invite Mathieu à prendre la parole. Premièrement, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous. Je te laisse le micro. Merci Bianca, merci Romain et merci Pierre caché en arrière-plan pour toute la partie logistique. Donc, je peux juste me pointer et parler devant vous. Donc, merci aux gens qui ont choisi de passer l'heure du lunch avec nous. Je vais tout de suite partager mon écran car ma présentation consiste en essentiellement mon navigateur web, Firefox, un logiciel libre, avec des onglets ouverts qui font office de diapo. Alors, je vais commencer par, évidemment, donc on vient juste de me présenter, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais en gros, à la base, je suis informaticien et puis pour toutes sortes de raisons, je m'intéresse aux enjeux éthiques de l'informatique et j'ai rejoint Facile. J'ai participé à la fondation, après je me suis pas vraiment beaucoup impliqué à titre personnel, j'étais membre, j'ai peut-être même pas bien renouvelé ma cotisation chaque année, mais enfin, j'étais quand même membre. Éventuellement, j'ai voulu m'impliquer plus et donc j'ai rejoint le conseil d'administration. Éventuellement, bon, on m'a choisi président du CA, ce qui fait que j'ai aussi le rôle, évidemment, de porte-parole, tête d'affiche. Bon, voilà. Alors, malheureusement, ma caméra, elle a un problème de focus. Si je bouge pas, tout va bien, mais dès que je bouge, elle essaie de faire l'autofocus et c'est un bug clairement, c'est une caméra. J'ai quelqu'un d'autre qui a exactement le même modèle que moi et exactement le même problème. Donc, ce que vous voyez dans mon partage d'écran, c'est en gros le site de Facile, donc facile.qc.ca. Voici notre magnifique site. Et Facile a une mission. Expliquer la mission de Facile, c'est très simple, c'est dans l'acronyme même de Facile, donc c'est l'appropriation collective de l'informatique libre. Mais en général, il faut expliquer c'est quoi l'informatique libre, et c'est normal. Pour expliquer ce que c'est l'informatique libre, je vais remonter à un peu la définition, un peu l'histoire du mouvement pour le logiciel libre. Mais je vais tout de suite dire donc qu'est-ce que Facile
s'est donné comme objectif de faire. En gros, dans les grandes lignes, on a un mandat de diffusion d'informations qui passe beaucoup évidemment par notre site ou plutôt nos sites, on en a plusieurs. On veut expliquer c'est quoi le logiciel libre notamment. Et donc, on produit de l'information, on essaie de le diffuser à travers notre site, mais aussi évidemment à travers les médias. Par exemple, en ce moment même, on est en train de diffuser de l'information. On a un mandat de réseautage, donc il y a déjà des gens qui sont dans le milieu du logiciel libre, des gens qui développent des logiciels libres, des gens qui utilisent, des gens qui sont des administrateurs de systèmes, des gens qui sont des formateurs, formatrices de logiciels libres, et tous ces gens-là doivent se rencontrer pour faire communauté et faire avancer ensemble la cause du logiciel libre, et aussi par la bande, faire avancer leur carrière pour ceux qui ont choisi de professionnellement s'investir dans le milieu. On a aussi dans notre mandat l'intervention au niveau politique. Alors éventuellement, on tente de faire du bruit pour attirer l'attention du gouvernement du Québec, des municipalités, du gouvernement fédéral, pour que tout le secteur public s'approprie le logiciel libre et qu'on ait des politiques cohérentes, conséquentes avec voilà, l'ambition du logiciel libre. On a aussi un mandat d'analyse et puis globalement, quand les gens viennent vers nous, on essaie de les aider en leur offrant des ressources, de l'aide, etc. Bon. Alors ça, c'est un peu la mission, c'est très abstrait. Qu'est-ce que le logiciel libre? C'est la grande question. Alors, un peu tout le monde sait à peu près c'est quoi un logiciel. C'est rendu omniprésent. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire maintenant, surtout en termes de communication, en particulier en pandémie, qui n'implique pas le numérique et qui implique pas de passer par des logiciels. Mais les logiciels, ce sont des œuvres. Si on regarde ça sous l'angle du droit, ce sont des œuvres qui sont écrites par des auteurs. Et les auteurs en question, ce qu'on appelle les développeurs ou les programmeurs dans le jargon un peu dépassé, les développeurs, développeuses écrivent du code et le code est publié, voilà, protégé par le droit d'auteur. Et il y a des enjeux politiques derrière le droit d'auteur, en lien avec le droit d'auteur et le logiciel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'émergence de ce qu'on appelle la micro-informatique, depuis qu'en gros, il y a des PC dans les bureaux et dans les maisons des gens ou des Mac, il y a une industrie du logiciel qui existe. Ça s'est fait à la fin des années 70, si on veut. L'émergence de l'industrie du logiciel. Mais avant l'industrie du logiciel, il y avait l'industrie de l'informatique et il y a une période assez longue où le logiciel n'était pas un secteur d'activité en soi. Le logiciel s'était développé par IBM, qui fabriquait des ordinateurs, par exemple. Et les clients d'IBM, c'était des grandes organisations, des banques, etc. Et quand ils achetaient leur ordinateur, ça venait avec une panoplie de logiciels et la question de savoir qui est propriétaire des logiciels ne se posait pas. Mais il y a des gens qui ont voulu qu'il y ait un secteur d'activité autonome qui se consacre essentiellement à produire des logiciels qui vont marcher sur plusieurs, éventuellement, architectures d'ordinateurs. Et là, se pose la question de savoir à qui appartiennent les logiciels. Donc, et là, il y a des gens qui ont voulu que les logiciels aient des propriétaires, c'est-à-dire des gens qui disent « je suis l'auteur » et avec mon droit d'auteur, des gens, enfin, ça a été surtout des entreprises, des gens qui ont dit avec mon droit d'auteur, je vais exercer mon monopole sur l'œuvre que j'ai produite, ou plutôt qui a été produite par des gens que j'ai payés et qui ont cédé leurs droits pour l'enrichissement des propriétaires de l'entreprise. Et là, c'est introduit ce qui est dans la critique du mouvement pour le logiciel libre, un rapport de domination entre les utilisateurs de logiciels et les développeurs qui ont le droit de divulguer ou pas le code source des logiciels, c'est-à-dire la recette qui permet la recette qui est exécutée par l'ordinateur, la liste de la séquence d'instructions qui est exécutée par l'ordinateur et qui montre très clairement qu'est-ce que ton ordinateur est en train de faire avec éventuellement tes données. Alors, c'est un peu dommage parce que pour la plupart des gens, c'est la seule informatique qu'ils ont connue. C'est-à-dire la plupart des gens, aujourd'hui plus que jamais, ont
connu l'informatique à travers soit le PC, le Macintosh, ou pour les plus jeunes, à travers le téléphone, je présume. Par défaut, tous les logiciels qui sont là sont la propriété d'entreprises. Ce qui fait que le seul rapport qu'ils ont à l'informatique, c'est à travers des logiciels installés sur des ordinateurs ou des téléphones. Donc, on est souvent, habituellement, des fois, on loue son téléphone, mais souvent, on est propriétaire de son téléphone. On est donc le propriétaire d'une machine à faire des calculs, mais on n'est absolument pas propriétaire de toutes les applications qui font le traitement de nos données dessus. Et dans le secret, donc, qui est derrière qui est la conséquence de ce qu'on appelle des licences de logiciels, il y a très clairement un rapport de domination possible, et non seulement un rapport de domination possible, il y a un rapport de domination et des conséquences néfastes documentées. Alors, je vous amène sur le site de... c'est un site qui, pour aller très court, là, il existe un mouvement pour le logiciel libre depuis les années 80. Tout ça a été démarré par un informaticien qui s'appelle Richard Stallman, qui s'est donné pour mission d'écrire avec une équipe tous les logiciels qui sont nécessaires pour faire fonctionner un système d'exploitation entièrement libre, c'est-à-dire entièrement pas la propriété exclusive de personne, et avec le désir et la volonté d'exposer le code source à tout le monde pour que tout le monde puisse voir que les logiciels sont pas malveillants. Les logiciels voilà, quand on peut étudier le code source, on peut comprendre qu'est-ce que le logiciel fait, et partant de là, être en mesure de savoir si on doit se défendre ou pas. Et donc, tout ça se passe dans le milieu des années 80, ça a pris du temps, c'est long, compliqué. C'est très compliqué de développer un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est par exemple Windows, macOS ou iOS ou Android. C'est un peu l'espèce de base sur laquelle toutes les autres applications vont reposer. Et on a donc ici, sur le site du système d'exploitation GNU, que la plupart des gens ne connaissent pas en général, parce que ce que les gens connaissent, c'est Linux, c'est-à-dire la combinaison de GNU et Linux qui forme un système d'exploitation cohérent, qui était très, très déployé. On a ici donc un catalogue des injustices ou des techniques malveillantes employées par les développeurs de logiciels privateurs dans l'industrie. Et là, on nous dit que, par exemple, il y a des logiciels qui on a pu montrer qu'elles avaient des fonctionnalités délibérées de censure, de dissimulation, de tromperie, d'escroquerie, d'insécurité, d'ingérence. Bon, alors, il y a une partie de ce qui est là qui paraissait jusqu'en 2013 conspirationniste. Et là est arrivé les révélations d'Edward Snowden à l'été 2013. Et là, le public a réalisé qu'en fait, il y a effectivement des conspirations. Pas une grande conspiration mondiale avec des Illuminati au sommet, mais il y a très clairement des gens qui ne se gênent pas pour profiter de l'avantage qu'ils ont sur les utilisateurs de logiciels et leur en imposer. Et ultimement, violer leurs droits fondamentaux, la liberté d'expression, la vie privée en particulier, mais aussi tout simplement aller contre leurs intérêts. Voilà. Donc, on voit ici que c'est un problème généralisé, et c'est ça que le logiciel libre veut régler comme problème. Et donc, Facile a comme mission sur le territoire du Québec de faire connaître cette cause. C'est un mouvement social international avec la Free Software Foundation a une section en Europe, qui est la Free Software Foundation Europe. Il y en a une autre en Inde. Il y a aussi d'autres organismes qui ne sont pas directement affiliés à la FSF, mais qui sont amis, comme par exemple Facile n'est pas affilié à la FSF, mais on est assez proche de la FSF, et il y a l'April en France. Donc, en gros, il y a un grand mouvement international qui vise à développer et faire connaître et faire adopter et assurer le succès et la viabilité aussi économique, parce que ultimement, il faut que les gens qui travaillent là-dessus soient payés. Donc, ça, c'est un peu le projet de Facile et de l'informatique libre. Et dans les cas concrets, on pourra en énumérer plein, mais on peut prendre un exemple très simple pour aujourd'hui, parce que là, je vois qu'il est déjà 12h55.
c'est Big Blue Button. Pourquoi est-ce qu'on a insisté à Facile pour que ça se fasse avec Big Blue Button et non Zoom? Bon. Alors, il y a plusieurs raisons de ça. La première, c'est que quand d'abord Zoom était inconnu totalement jusqu'à ce qu'arrive la pandémie. Et là, subitement, c'est à peu près le seul mot que les gens connaissaient pour décrire une application qui fait des conférences en ligne. Alors qu'en réalité, il y en a plein qui existent et dont un certain nombre qui sont des logiciels libres. C'est-à-dire que Big Blue Button, en ce moment, le logiciel, on l'a, mais on l'a à travers un fournisseur qui se trouve à être québécois, hébergé à Montréal. Donc, en gros, vous voyez l'adresse là, BBB3 Service Conseil Linux. On a quelqu'un qui s'appelle Martial Bigra, qui est l'animateur des Linux Meetup Montréal depuis des années. Et c'est son instance. Donc, en gros, il a monté lui-même son serveur et le rend disponible aux gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça change le rapport de confiance qu'on a. Le logiciel libre permet de dire je peux choisir de faire confiance à un fournisseur, mais si jamais je ne lui fais pas confiance, je peux en trouver un autre. Alors que Zoom, en gros, il y a un fournisseur de Zoom, c'est Zoom. Il n'y a qu'une seule application pour utiliser Zoom, c'est Zoom. C'est Zoom ou Die. En fait, c'est Zoom ou Teams, en fait, qui sont les deux plus connus. Et le problème avec Zoom et Teams, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est des services en ligne hyper centralisés qui reposent sur des logiciels qui ne peuvent pas être étudiés, vérifiés publiquement pour confirmer que les applications font bel et bien uniquement ce qu'elles prétendent faire, c'est-à-dire offrir un service de visioconférence à des gens parfaitement innocents comme nous tous ici. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est qu'il y a des modèles économiques qui sont associés au choix technique de faire des applications centralisées comme Zoom ou Teams. Donc, en gros, dans le cas de Zoom, c'est connu. Ils sont capables, avec leur infrastructure, de déployer des ressources de bande passante notamment et de calcul très, très importantes, ce qui fait que les gens sont très heureux d'utiliser Zoom devant des grands groupes de 30, 50, 100 personnes dans des infrastructures qui sont probablement en train d'être déployées à l'échelle du monde, mais qui sont présentement principalement aux États-Unis, sous les lois américaines, et avec aucune possibilité de confirmer de façon claire qu'il n'y a pas une utilisation abusive des données. Voilà. Donc, en gros, il y a des enjeux, il y a 36 000 enjeux qui se croisent, en particulier dans le cas de la visioconférence. On a des conversations privées qui ont lieu entre des gens qui sont tous géographiquement situés dans la même ville, mais leur voix et leur image va circuler sur Internet et se retrouver à être traitées dans un centre de données d'une entreprise aux États-Unis, principalement, et avec la promesse, évidemment, que bien sûr, on respecte votre vie privée et tout ça, mais pas nécessairement de garantie très solide. Dès que Zoom est sorti, ils se sont fait ramasser par toute la communauté de la sécurité informatique sur la qualité de leur chiffrement, sur leur façon de fonctionner, sur un aspect qui paraît anodin, mais qui est majeur, c'est la nécessité, ça a évolué sous la pression d'ailleurs, mais la nécessité d'ouvrir un compte et de s'identifier finalement pour utiliser Zoom. Là, ça a changé. C'est possible d'utiliser Zoom et de dire qu'on n'a pas de compte dans certains cas. Là. Donc, il y a possibilité de dire qu'on est en gros anonyme, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement une personne qui ne prend pas la peine de donner des renseignements personnels et un mot de passe à Zoom pour utiliser Zoom. Bon. Mais ça s'est fait, ça a évolué un peu sous la pression, mais la pression, elle vient de gens qui ont des soucis de la sécurité, de la vie privée, et ça, c'est cardinal dans la communauté du logiciel libre. Par défaut, Big Blue Button ne demande pas d'ouvrir de compte, parce qu'on sait que c'est pas nécessaire, et si il n'y a pas de modèle économique qui souhaite, si derrière le service, il n'existe pas d'entreprise dont le modèle économique est de valoriser les données,
ben, il y a encore moins de raisons de le faire. C'est le cas avec un autre logiciel libre qui fait à peu près la même chose que Big Blue Button, qui s'appelle Jitsi Meet. C'est le même principe. Pour utiliser Jitsi Meet, par défaut, on n'a pas besoin de compte utilisateur. Ça, c'est des choix techniques, mais qui sont liés à des valeurs et à des décisions qui ont des conséquences sociales, politiques, et voilà. Donc, je pense que je pense que je suis rentré dans le cœur de l'affaire, et puis j'arrête maintenant. Je présume qu'il faut avoir des questions. Oui, merci. C'était vraiment une belle explication. Je trouve que l'image, justement, j'avais jamais vu, justement, les codes comme étant un peu des œuvres, mais c'est intéressant le partage, justement, de ça. Est-ce qu'on a des questions de la part du public? On va attendre un peu. Moi, de mon côté, j'avais une question. Par exemple, on voyait dans la liste des conséquences, c'était par exemple, il y avait le terme addiction. Est-ce que, par exemple, quand on parle du défilement éternel, le infinite scrolling, ça serait un exemple, justement? Est-ce que les développeurs étaient conscients de ça en créant cette caractéristique? C'est totalement délibéré. C'est-à-dire que quand le logiciel simple est développé, ça peut être, par exemple, je donne toujours l'exemple de la calculatrice. Tous les ordinateurs ou presque ont une application qui est une calculatrice. Il n'y a pas énormément d'enjeux éthiques autour de votre calculatrice, à moins que la calculatrice espionne les chiffres que vous... Mais enfin. Mais dès qu'il y a question d'une application complexe, il y a des choix qui ont des conséquences, et notamment, c'est absolument certain que c'est sous l'influence en gros, l'équipe de marketing que certaines fonctionnalités qui visent à garder les gens captifs ont été développées. On a délibérément conçu le logiciel d'une certaine manière pour atteindre des objectifs économiques, commerciaux, qui ultimement vont non seulement contre l'intérêt souvent des utilisateurs mêmes, mais aussi ont des conséquences sociales néfastes. C'est-à-dire, on pourrait dire, voilà, donc des fois, les gens peuvent être satisfaits de leur expérience d'utilisateur, mais il va y avoir des conséquences sociales aux choix qui ont été faits. Des fois, il y a des conséquences immédiates contre les personnes. Très clairement, toute l'économie de l'attention qui se développe en ce moment en utilisant, disons, tout ce qu'il y a de pire qui vient de la science, des sciences des communications au service de la publicité. Tout ça a été mobilisé pour créer des expériences utilisateurs qui peuvent être rejetées, je veux dire, tout simplement pour une saine hygiène numérique. Les gens peuvent dire, moi, j'en veux pas de ça. Et dès qu'on parle de logiciel libre, on est dans le milieu de l'informatique qui veut répondre à toutes ces questions-là par défaut. Cela dit, c'est possible d'utiliser un logiciel libre pour un mauvais usage. Donc, le fait que le logiciel soit publié sur une licence libre te permet d'aller voir qu'est-ce qu'il fait. Mais souvent, les applications complexes, c'est un ensemble de logiciels. Donc, ce qu'on a souvent, c'est la réutilisation de logiciels libres pour construire des applications qui sont critiquables sur le plan éthique. Donc, il faut faire attention. OK. Je vois qu'on a une question. Donc, le modèle vise à contrecarrer la vente de données. Par contre, le logiciel libre n'a pas les mêmes moyens. Est-ce qu'il n'y a pas malheureusement d'autres enjeux de données cette fois-ci, liés à un manque de ressources financières, par exemple, pour assurer la sécurité des données? Puis on dit ensuite, par exemple, j'avais transféré tout mon fonctionnement sous les solutions Framasoft, mais qui avait pendant un temps perdu toutes les données de calendrier des utilisateurs. Oui. C'est une excellente question parce que ça nous amène au problème fondamental, c'est que c'est un mouvement politique. Donc, en gros, tu as le café puis tu as le café équitable. Le café, ça a bien marché. Hein? Je veux dire, le café, il y en a qui est équitable, il y en a partout. Tu en as chez IGA. Mais pour d'autres produits équitables, il y a des défis de développer le marché, de rendre ça à peu près concurrentiel et qui va. Je donne toujours l'exemple du café parce que je veux dire, quelqu'un qui nous dit moi j'achète pas de café équitable parce que c'est plus cher, c'est quelqu'un qui ne sait pas magasiner. Il n'y a pas énormément de différence de prix, des fois il n'y en a pas. Donc l'argument économique ne peut pas vraiment être utilisé. Pour le logiciel libre, il y a eu quelque chose qui a fait massivement connaître le logiciel libre, mais qui a été nuisible après par la suite. Donc à court terme, le fait qu'on puisse télécharger soi-même et installer soi-même facilement ou commencer à utiliser en ligne sans payer
des services en ligne qui reposent sur le logiciel libre. Ça fait que ça se diffuse plus largement. Les gens sont attirés par ce qui est gratuit. Hein. Vous n'avez jamais payé pour ouvrir votre compte sur Facebook, hein, puis les gens qui ont conçu Facebook le savent. Vous payez d'une autre façon. En fait, vous leur amenez des ressources qui les enrichissent. Bref. Donc oui, il y a très clairement un enjeu de financement et de pérennité du logiciel libre. Par contre, Framasoft, c'est pas le meilleur exemple parce qu'ils se sont présentés au public en disant « Nous ne sommes pas une entreprise, nous ne sommes pas là pour offrir un service commercial. » Il existe des entreprises qui sont dans l'offre de services comme Framasoft, mais avec l'idée justement de modèles économiques différents. Framasoft, dont je vais parler, je présume, tantôt, quoique là, il est déjà rendu très rapidement, je vais en parler tantôt parce que pas tout le monde connaît Framasoft, je présume. Mais eux, leur modèle, c'est le don. Donc, en gros, faites-nous des dons si vous aimez ce qu'on fait. Et puis, pour le reste, c'est libre accès, utilisez nos services. Et ils ont été victimes de leur succès. Ils ont commencé à dire aux gens, non seulement ce qu'on offre, c'est absolument sans garantie de quoi que ce soit, mais ils ont réduit leur offre de service pour orienter les gens vers d'autres fournisseurs. Donc, ultimement, il faut accepter que ça ne pourra pas se faire entièrement gratuitement. Il y a sûrement moyen de rendre, de ne pas punir les gens qui ont moins de revenus pour leur permettre d'accéder au logiciel libre. Mais les gens qui ont des revenus vont devoir se faire des budgets informatiques, les individus qui ont les moyens, les organisations qui ont les moyens vont devoir un peu, comment dire, je peux donner l'exemple du mouvement des jardins, des débuts, là, le mouvement des jardins des premiers jours. Il y avait quoi? Il y avait un problème, il y avait des banques, il y avait un système de banques et plein de gens qui n'étaient pas capables d'obtenir des prêts de ces banques-là parce que c'était des montants des montants de prêts qui n'étaient pas intéressants pour les banques. Et est-ce qu'il y avait une solution? Il n'y avait pas de solution. Il a fallu la construire, la solution. Il a fallu mettre en place une fédération de caisses locales qui essaie de garder l'argent au niveau de la paroisse. Bon, ça, c'était le moment des jardins des premiers temps. Ça l'a évolué pas mal depuis, pas nécessairement pour le mieux. Mais il reste que c'est comme ça pour le logiciel libre. On est en train de faire émerger des solutions qui ne peuvent, à l'heure actuelle, pas répondre aux besoins de tout le monde. Mais en cherchant, on trouve que dans à peu près tous les créneaux, il y a déjà des gens qui sont en train d'essayer de réussir financièrement, c'est-à-dire de rendre viable des entreprises. Je dis entreprises, mais il y a beaucoup d'organisations de type nouveau qui se veulent sans but lucratif. On offre des services qu'on veut, c'est être rentable et non pas être nécessairement profitable, certainement pas pour des actionnaires et certainement pas en utilisant des modèles économiques qui violent les libertés et les droits fondamentaux de nos utilisateurs. Donc voilà, il y a des enjeux, il n'y a pas de doute là-dessus, des enjeux économiques à solutionner. Merci pour ta réponse là-dessus. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. La personne est encore en train d'écrire, mais si tu veux, comme le temps file quand même, oui. On dit, est-ce qu'il existe un répertoire des solutions libres, en particulier québécoises? Il existe plusieurs répertoires. Il y a celui de la FSF qui est malheureusement unilingue anglais, quoique il y a une volonté de le traduire, mais vu qu'en français, on a le répertoire que Framasoft a mis en place, nous, Facile, on n'a pas essayé de dupliquer l'information. Faire ce que Framasoft a fait, Facile, c'est que des bénévoles. Hein. Framasoft, ils ont un certain nombre de permanents. Il y a des questions d'échelle. Est-ce que on pourrait et on devrait avoir un répertoire de toutes les ressources au Québec? Ben, absolument. Mais ce qu'on a, c'est un do-it-yourself qui est notre wiki. Donc, dans le wiki de Facile, vous voyez ici, ça c'est le wiki.facile. On a ressources et portail de l'informatique. Donc, on a très clairement le projet depuis longtemps de faire un portail global sur non seulement les ressources, c'était moins orienté ressources pour les individus que portrait de la communauté avec les différents projets de logiciels libres, les événements qui ont lieu, qui sont les développeurs de logiciels libres au Québec, qui sont les chercheurs, les juristes, parce que c'est tout un milieu, toute une communauté.
Et on a débordé du logiciel libre, on a débordé sur ce que nous on appelle l'informatique libre, là, et même au-delà de l'informatique libre. Donc, le répertoire de Fab Lab, il en existait déjà un, donc on n'en a pas fait un deuxième. Voilà, donc oui, il y a un besoin de ça, mais c'est un travail assez important à faire, de le mettre en place et de le maintenir à jour. Ça prend une communauté importante et pour l'instant, ce qu'on a, c'est ce travail work in progress. On a un de nos membres du CA qui est parti de ces données-là puis qui a essayé de mettre ça dans une base de données, éventuellement pour produire un guide en PDF. Bon, c'est une autre façon d'accéder à la même information. Donc, c'est ça, je présume que s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais parler assez brièvement du plus gros projet, disons, dans la cour de Facile en ce moment, qui est le projet des services faciles. Et le projet des services faciles, c'est très directement lié à Framasoft. Donc, pour aller très rapidement, vers en réponse aux révélations sur Edward Snowden, Framasoft, qui est ce qu'ils appellent en France une ASSO loi 1901. En gros, c'est un OSBL, mais en plus, ils peuvent défiscaliser les dons, comme ils disent là-bas. Donc, ils peuvent donner des reçus pour fin fiscale. Donc, ils sont un peu l'équivalent d'organismes de bienfaisance ici. Et ils étaient connus un peu dans le milieu francophone, surtout en Europe, parce qu'ils avaient notamment le catalogue de logiciels libres Framalibre. Ils avaient Framabook, qui est une maison d'édition qui publie des livres sous des licences libres comme dans le logiciel libre ou libre comme dans ressources éducatives libres, donc la même licence que Wikipédia par exemple. Et là, ils se sont lancés dans un projet, une campagne ambitieuse, dégooglisons Internet, avec un visuel notamment qui était très parlant, que beaucoup de gens vont reconnaître, surtout les francophones qui ont lu Astérix et Obélix vont reconnaître. Là, au lieu d'avoir la Gaule romaine occupée par l'Empire romain, c'est la France à l'ère du Web 2.0 qui est occupée par l'Empire de la NSA. Et au lieu d'être le village retranché romain avec petit bonhomme, pabaorum et machin, tu as le village libré entouré par privatum, espionum, centralisatum et fermetum. Donc, c'était très drôle. Et là, on voit qu'il y a des petites batailles. On devine que c'est les Gaulois qui sont en train de se battre contre Google Forms, Google Agenda, YouTube, enfin, tous les trucs que les gens connaissent, qui sont des services en ligne, qui nous sont proposés, mais malheureusement toujours avec un modèle économique et des choix éthiques qui sont franchement très contestables ou même carrément incompatibles avec la démocratie. Ce mot-là a encore un sens. Donc, nous, on a vu ça. Et on les a fait venir en 2000. Donc, ils ont lancé cette campagne-là sur 3 ans, en 2014, et avec l'idée de déployer des services en ligne qui sont des solutions de remplacement à Google Maps et machin. Et pas en développant des nouveaux logiciels libres, juste en ramassant les logiciels qui sont déjà là, en disant, ben nous, on va les déployer pour que les faire connaître à un public plus bas. Ils sont devenus une grosse vitrine, finalement, pour plein de logiciels libres qui sont des logiciels utilisés pour offrir des services en ligne, hein, en mode client-serveur la plupart du temps. Et à Facile, on a vu ça de loin, à partir du Québec, mais sur Internet, tout se rapproche. Et là, on parle la même langue en plus. Donc, on les a fait venir en 2015 lors de la Semaine québécoise de l'informatique libre, qui est un grand événement que Facile coordonne chaque année. La SKIL, Semaine québécoise de l'informatique libre, on a fait venir leur délégué général, qui s'appelle Pierre-Yves Gosset. Et il est venu nous faire la Framaconf, la conférence de Framasoft sur la campagne Dégooglisons Internet. Et dès cette époque-là, donc en 2015, on était mis au parfum de quelque chose qui s'en venait, c'est-à-dire le collectif Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. En gros, Framasoft a été victime de son succès. Leurs serveurs ont été en surcharge assez rapidement et leur but, c'était pas de recentraliser, de décentraliser de Google à Framasoft, c'était de décentraliser de Google, Apple, Amazon, Microsoft à tout un ensemble de fournisseurs de services locaux ou nationaux avec une grande diversité de modèles économiques, sauf évidemment celui qui est basé sur la captation de données, leur valorisation marchande. Et donc, en gros, on savait que ça s'en venait. On était au courant. Ça a été lancé en
en octobre 2016, donc on était dans le coup. À Facile, on a décidé de se lancer là-dedans. On s'est dit, ben, ce serait quand même bien s'il y avait au moins un chaton, parce que les fournisseurs de services s'appellent des chatons dans le collectif chaton. Et on a donc, voilà, donc on a approximé, voilà. On voit que quand le collectif a une ambition internationale, mais c'est encore pas mal centré sur la France et la francophonie. On voit que la plupart des fournisseurs sont toujours en France. Il y en a un peu ici en Suisse, en Belgique. Il y en a dans les Français appellent les dom-toms, les anciennes colonies qui sont des départements outre-mer, territoire outre-mer, choses comme ça. Et d'une certaine manière, Québec, c'est un ancien territoire outre-mer. Donc, on a en fait aussi deux fournisseurs de services en Nouvelle-France, entre guillemets. Et donc, Facile est devenu un chaton dans le collectif chaton. Et notre projet s'appelle Service Facile. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Si vous voulez voir où on en est vraiment, vous allez sur... il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a partagé. Là. Non, ça va être moi le premier. Et voilà. Dev parce que c'est en développement. Dev.facile.service. On a déjà un certain nombre de services qu'on a déployés en production. C'est-à-dire, nous, on appelle ça production bêta. C'est-à-dire, en gros, on a déployé les logiciels libres tels quels sans vraiment personnalisation ou même de l'image pour que ça fitte un peu avec le design graphique de Facile. Ça, c'est encore à faire. Parce que tout ça, ça se fait par du bénévolat en ce moment. Hein. Donc, je peux vous dire que ça avance pas nécessairement très vite, mais ça avance. Et donc, on a déployé des instances d'un certain nombre de services en ligne qu'on a appelé quelque chose facile. Donc, Date Facile, qui est un planificateur de rendez-vous, qui se trouve à être une instance du logiciel Framadat. Donc, je disais que tantôt, Framasoft ne faut pas vraiment développer de logiciel libre, mais il y a des exceptions. Framadat, ils ont pris un logiciel qui était utile, mais très laid. Graphiquement, ils l'ont refait, puis ils l'ont appelé Framadat. Ébauche Facile, qui est une suite de bureautique très légère, mais très axée sur l'anonymat, la protection de la vie privée, qui s'appelle CryptPad, etc. Donc, on en a plusieurs. On a notre instance de Jitsi Meet qui nous permet de faire de la visioconférence, peut-être pas des grands groupes de 20 personnes. Quoique, si tout le monde ferme sa caméra, il n'y a pas vraiment de problème, mais pour l'instant, notre instance de conférence facile, elle n'est pas sur un serveur très puissant. Donc, on la recommande si vous voulez utiliser un service de visioconférence libre, éthique, décentralisé et tout ça, mais pour des petits groupes de 5 à 10 personnes, dès que les gens ouvrent leur caméra, on atteint rapidement les limites de la capacité du serveur. On est en train de migrer sur un serveur plus puissant, mais quand même, on fait exprès pour justement limiter la ressource. L'idée étant qu'on veut que les gens déploient leurs propres instances pour décentraliser Internet. Et pourquoi décentraliser Internet? Je n'ai pas insisté trop là-dessus, mais ça fait partie de ce qui est cohérent avec l'éthique du logiciel libre. Et aussi ce qui est dans l'intérêt global des gens. Bon, j'ai pas besoin de vous parler trop là, de tout surtout depuis la pandémie, là, du panier bleu et autres tentatives de favoriser l'achat local et tout ça. Donc, ça s'inscrit effectivement un peu dans ce sens-là de proximité pour des raisons éventuellement multiples, des raisons évidemment d'enrichissement économique collectif, mais aussi environnemental. Parce qu'au Québec, si c'est hébergé au Québec, l'électricité qui alimente les serveurs est déjà pas mal plus propre qu'ailleurs, mais bon, enfin, il y a 36 000 bonnes raisons de vouloir décentraliser, notamment des raisons de sécurité de vie privée qui sont majeures, mais aussi d'autres raisons. Et on en a plein d'autres qui sont en déploiement et tout ça. Et ce que je peux dire qui est... Une question sur juste pendant qu'on est sur le sujet, sur conférence facile, on nous demande s'il y a une limite de temps avec non, il n'y a pas de limite de temps. Absolument aucune limite de temps. Les limites, elles sont liées, justement, ça fait partie de ce qu'on appelle des anti-fonctionnalités. C'est-à-dire que Zoom, à cause de son modèle économique, introduit des fonctionnalités qui n'ont pas de raison d'être, comme limiter le temps. En fait, c'est juste une façon. Ils ont un truc, ça c'est gratuit, mais c'est limité de temps. L'idée, c'est d'attirer les gens là. Et là, ça répond aux besoins d'un certain nombre de personnes, mais là, éventuellement, les besoins évoluent, puis là, les gens, ils prennent le forfait payant. Bon, c'est un peu la stratégie du filet et des poissons. Ultimement, cette stratégie-là peut être utilisée par des entreprises qui déploieraient des services libres, sauf mettre une limite de temps.
c'est quand même un peu excessif. Les limites, elles sont liées dans le code facile, elles sont liées aux véritables ressources utilisées par le serveur. C'est qu'à un moment donné, ça coûte de l'argent d'avoir de la puissance de calcul et de la bande passante. Nous n'avons pas des ressources illimitées et nous ne pensons pas que c'est une bonne idée non plus que ce soit illimité, des questions écologiques en cause. Donc, bref, il n'y a pas d'antifonctionnalité comme vous forcer à ouvrir un compte, vous abonner automatiquement à une infolette que vous allez être obligé de vous désabonner après, vous mettre une limite de temps. Il n'y a pas toutes ces cochonneries-là d'entreprises capitalistes habituelles. Donc, voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que on a une excellente nouvelle concernant les services faciles, qu'on a fait une annonce, une très belle annonce qu'on a fait samedi dernier. Ouais, c'est samedi dernier. Samedi le 3. Non, c'est pas samedi le 3. Je me trompe. C'était plutôt samedi le 27. Le temps passe vite, ça fait. Samedi le 27 mars, Facile organisait un événement dans le cadre de la Semaine québécoise de l'informatique libre qui a lieu pour la première fois au printemps et qui non seulement a lieu pour la première fois au printemps, mais en plus ne durait pas une semaine, ne durait plutôt un mois. Donc, c'était la saison québécoise de l'informatique libre. Et tout ça à cause de la pandémie, on est obligé de changer l'horaire, tout ça. Et bref, on a fait un événement, et lors de cet événement-là, on avait tout un paquet d'intervenants, et on s'est nous-mêmes mis à l'ordre du jour en introduction. En fait, on était les deuxièmes. On avait des gens qui venaient nous parler de l'état du projet Chaton. La thématique, c'était un peu l'état du libre en 2021. Et donc, il y avait des bénévoles du collectif Chaton de France qui sont venus nous dire où en était le projet du collectif Chaton aujourd'hui. Après, nous, Facile, on a présenté l'état des services faciles et là, on avait une belle annonce qui est que on est vraiment rendu à ça de pouvoir offrir des services aux membres de Facile. Donc, pour l'instant, ce qu'on a déployé dans le cadre de notre projet Service Facile, c'est des services en libre accès. N'importe qui peut aller, voilà, n'importe qui connaît l'adresse date.facile.service peut aller utiliser cette instance-là de Framadat parmi un certain nombre d'instances disponibles sur Internet. Même chose pour d'autres. Dans certains cas, il faut ouvrir un compte parce que certaines applications qui n'ont pas beaucoup de sens si tu n'as pas un compte, comme par exemple Jazette Facile, qui est notre instance de Mastodon. Mastodon est une application c'est un média social comme équivalent à Twitter, mais libre et décentralisé et avec une limite de caractères de 500 caractères et non pas 200, je ne sais plus trop combien là. Des fois, il faut ouvrir des comptes. Tout ça était disponible finalement, que vous soyez membre de Facile ou pas, ça ne change rien. Et on va continuer de déployer des services comme ça en libre accès. Mais là, on en a aussi déployé 3, que moi j'appelle la trinité des services en ligne. C'est ce que tout le monde a besoin en fait. C'est le courrier électronique, donc on a appelé ça courriel facile. Le disque en ligne, là, le partage en ligne, le Drive, là, le Google Drive et autres, qui nous donne le stockage et le partage de fichiers, mais aussi souvent le calendrier de contact, ce qu'on a appelé nos nuages faciles, et aussi la bureautique en ligne, ce que les gens connaissent sous le nom de Google Docs ou Office 365, que nous, on a appelé bureautique facile et qui repose sur LibreOffice Online. Donc ça, si vous êtes membre de Facile ou que vous devenez membre de Facile, ça va faire partie de ce qui est offert aux membres, tout simplement pour le prix de la cotisation annuelle de membres de Facile. Qu'on recommande, on a plusieurs choix là, donc on recommande aux gens de nous donner un bon 120 $ par année, mais en réalité, si je fais la moyenne, la plupart des gens ne donnent pas 120 par année, donnent plutôt aux alentours. En moyenne, c'est à peu près 50 parce qu'on a on a une cotisation pour les gens qui seraient sans emploi ou étudiants, qui est très abordable, je ne me rappelle même plus c'est combien, mais je pense que c'est de l'ordre de aussi peu que 10 $ par année. On a, voilà. Donc, l'adhésion étudiant est à 10, l'adhésion ami de Facile est à 30, affilié à 60, associé à 120, militant à 240 et prosélyte à 500 par année. Donc, vous êtes libre de donner selon vos capacités, sauf pour celle qui est la plus basse. Ça, c'est vraiment, vous devez
nous montrer que vous êtes étudiant ou sans emploi. Voilà, donc ça c'est c'est le début c'est un nouveau départ pour Facile. On va offrir ça. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Notamment, on veut voir l'effet que ça peut avoir sur l'accroissement des adhérents de Facile. On veut aussi, évidemment, pour offrir ça, on peut pas. Là, c'est pas que du bénévolat. L'offre de courriel facile, nuage facile et bureautique facile, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être déployé et maintenu uniquement par des bénévoles. C'est pas vrai. C'est quand même assez lourd. Donc, ça se fait en partenariat avec des organisations, parce tu peux être membre de Facile en tant qu'individu, mais aussi il y a des organisations. Donc, on a 2 membres qui sont des partenaires de longue date de Facile, Symbiotique et Kumbit. Voilà, Kumbit qui est un chaton aussi au Québec. Il y a 2 chatons au Québec. En ce moment, il y a Kumbit et Facile. Et puis voilà, donc on a travaillé fort avec ces 2 partenaires-là pour que vraiment, quand tu deviens membre de Facile, tu dis je veux avoir accès aux services Facile exclusifs aux membres, tu payes, le paiement est reçu et là tu as immédiatement accès à ta boîte on a automatisé un ensemble de processus là, pour que les systèmes se parlent entre eux. On a fait de la colle entre différents systèmes et durant le mois d'avril, ça va être déployé à tous les membres. Donc, vous pouvez dès maintenant devenir membre et vous êtes garanti d'être parmi les premiers à vivre l'expérience de nos services exclusifs aux membres. Merci, Mathieu. On approche déjà de la fin. Juste quelques minutes, parce que je sais qu'on a beaucoup d'employés de bibliothèques puis de gens qui travaillent peut-être plus dans des organisations. Tu peux nous en dire un peu sur comment l'informatique libre, je sais que c'est peut-être plus en France qu'on a le modèle, mais comment l'informatique libre peut servir justement les municipalités, les communautés? Il y a du logiciel libre utilisé et déployé massivement partout, mais comme je disais, souvent c'est des logiciels qu'on appelle, c'est un peu les briques qui permettent de construire des applications. Alors, c'est pas toujours donc dans l'esprit du logiciel libre et suivant les modèles économiques qui sont favorables à la production et au maintien des ressources que sont les logiciels libres. Mais il y a des exceptions. Il y a par exemple, un exemple très concret, très simple, il y a un logiciel libre qui est très, très, très massivement utilisé qui s'appelle Moodle, que beaucoup de professeurs vont connaître, qui est une espèce de plateforme éducative qui fait le lien entre les profs, les étudiants, les cours, les notes, les résultats des examens, etc. Et Moodle est un logiciel libre et l'UQAM, par exemple, a déployé elle-même son instance de Moodle et a des gens qui sont dédiés à contribuer à la communauté internationale Moodle pour que le logiciel continue d'évoluer suivant les besoins des institutions. Alors ça, c'est un bon exemple d'un logiciel libre qui a été approprié au niveau institutionnel dans un secteur particulier. Dans le secteur de l'éducation, il y a un exemple très intéressant parce que c'est survenu durant la pandémie. Dès les premiers temps de la pandémie, il y a des gens dans l'éducation nationale française qui ont sorti apps.education.fr, qui était la réponse de l'État français finalement, en particulier l'éducation nationale, au phénomène qui était déjà visible, c'était que massivement les gens ils disaient oh mon Dieu, comment ça marche Zoom, il faut que je commence à apprendre à utiliser ça. Et au moins il y a quelque chose d'autre qui est offert. Ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui utilise Zoom en France là évidemment, et il y a des profs qui ont commencé à l'utiliser. Et l'éducation nationale, c'est pas l'ensemble de tout de tout le système éducatif, mais donc c'est le gros morceau. C'est un peu l'équivalent, si j'ai bien compris, de primaire, secondaire ici là. Donc c'est donc possible au niveau même de l'institution de monter des équipes qui vont avoir les compétences pour déployer des instances et éventuellement avoir dans l'équipe des développeurs qui vont participer à améliorer les applications elles-mêmes. Ce qui suggère une chose, c'est que les logiciels libres, dans bien des cas, c'est dans l'intérêt des gens s'ils prennent la peine de se regrouper. C'est souvent le cas d'ailleurs dans beaucoup de choses. Si on est chacun de son côté, divisé, atomisé, on est des consommateurs et on a le choix de
de pas grand-chose. On a un marché là, qui est défini par des gens qui sont pas nécessairement toujours là pour le bien de la société, qui nous offrent des trucs, puis éventuellement on est entraîné dans l'utilisation et la dépendance d'applications dont il est difficile de sortir. Parce que parmi les fonctionnalités malveillantes dont j'ai parlé au début, une qui est la plus caractéristique des logiciels qui sont pas libres, c'est d'être délibérément incompatible. C'est-à-dire, ça fait partie du modèle économique de la plupart des logiciels et des services en ligne de s'arranger pour que quand les utilisateurs ont adopté le logiciel et qui sont maintenant habitués, que ce soit extrêmement difficile pour eux de sortir de là et d'aller vers un concurrent éventuellement, ou même de tout simplement juste arrêter d'en servir. Et la façon de faire ça, c'est de ne pas respecter, d'ignorer ou de contourner ce qui s'appelle les standards, qui sont toute l'industrie de l'informatique est plein de standards pour amener l'interopérabilité entre les systèmes. Et le meilleur exemple de ça, qui est très parlant, c'est que il y a quelque chose d'assez particulier. Tout le monde est habitué à être capable de parler sur Internet avec des gens qui n'ont pas nécessairement la même machine, le même système que nous. Par exemple, on n'est pas étonné, en ce moment même, là, il y a une vingtaine de personnes en ligne. Il peut très bien y avoir des gens qui utilisent en ce moment Windows, différentes versions de Windows, macOS, des appareils. Il pourrait y avoir des gens qui utilisent des appareils mobiles, des tablettes, etc. Et tout ça est possible ensemble. Comment est-ce que c'est possible que cette diversité-là marche ensemble? C'est parce qu'il y a plein de standards qui permettent à Internet de fonctionner. Mais éventuellement, il peut y avoir une couche d'incompatibilité qui est installée par-dessus. C'est le cas, par exemple, de Zoom. Pour utiliser Zoom et amener la communication entre les participants Zoom, ça marche par des protocoles faits par Zoom pour Zoom et uniquement pour Zoom. Et ça s'appelle, c'est de la centralisation délibérée. Il existe des logiciels libres qui sont pas standards aussi, mais il y a une forte tendance à converger vers les standards et qui permettent de dire que non seulement on utilise l'instance qu'on veut, comme par exemple on utilise en ce moment l'instance bbb.3.service-conseil, on pourrait en utiliser un autre. Donc là, il y a une concurrence en gros de fournisseurs de services autour de l'application Big Blue Button. Mais en plus, c'est possible, pas toujours, mais c'est possible de développer des standards applicatifs qui feraient que les gens pourraient participer à une conversation comme en ce moment, mais pas nécessairement en utilisant Big Blue Button. Là, l'interopérabilité est très grande. Elle est assurée comment? Par le fait que Big Blue Button a été conçu d'abord pour fonctionner sur le web. Donc, Big Blue Button ne vous demande pas d'utiliser la Big Blue Button app. Okay? Il vous demande juste un navigateur compatible. Vous avez donc le choix d'un certain nombre de navigateurs compatibles. Donc, il y a une adhérence au standard. Et ça fait partie des choix de design. C'est pas toujours possible de le faire, mais c'est souvent possible de le faire. Et il se trouve qu'il existe un standard pour ce qu'on appelle les communications temps réel sur le web, qui s'appelle le WebRTC. Et c'est donc possible en ce moment de dire qu'on on pourrait avoir une convergence d'applications interopérables qui soit beaucoup plus grande et qui permettent aux gens de dire qu'on peut interagir avec les autres sans se faire imposer ni des logiciels particuliers, ni des fournisseurs particuliers. Donc, on reste avec ça avec quoi on est à l'aise, nos logiciels, nos fournisseurs de confiance, et ça ne nous empêche pas d'interagir avec le reste de la planète. Un gros merci, Mathieu. Je vois si on a des dernières questions, je pense que ça serait le temps. On est déjà en train de dépasser. Merci pour la richesse de tes partages. C'était tellement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Je pense qu'on a tous appris beaucoup dans cette rencontre-là. J'invite les gens justement à aller voir Facile pour mieux aller sur le site, aller voir les services, aller voir Framasoft. Soyez curieux, informez-vous. Je pense que c'est ça la clé. 21-36. Qu'est-ce qu'on... Bon, peut-être une petite frappe, erreur de frappe. Erreur de frappe, parfait. Donc, vraiment un gros merci.
à toi, Mathieu, à toute l'équipe de Facile, à Pierre, qui a été super actif dans le clavardage en nous refilant tout le temps les meilleurs liens. Aussi, si vous voulez prendre le temps de remplir un petit formulaire de rétroaction sur la formation d'aujourd'hui, l'événement, ça nous permet d'améliorer nos formations. Puis soyez certains que toutes les informations liées avec le projet sont supprimées à la fin, donc on ne garde pas ça. Donc, un gros merci à tout le monde. La prochaine collation, ça va être dans 2 semaines, jeudi le 21 ou le 22, excusez-moi, je vais juste être certaine de ce que je dis. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, 22 avril, on va voir le projet Someone qui travaille à contrer le discours haineux en ligne. Donc, ça va être super intéressant. On a 2 chercheuses du projet doctorantes qui travaillent de près avec le projet pour justement diminuer, savoir mieux intervenir quand il y a des discours haineux en ligne, comment gérer ces situations-là, puis comment améliorer le paysage numérique sur cette question. Et on va avoir aussi le 4 mai avec la journaliste Camille Lopez, un événement avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 30 secondes avant d'y croire, là, comment bien valider les nouvelles, mais ça va être une formation qui est faite pour les pédagogues. Donc, si vous êtes un professeur, un employé de bibliothèque, un intervenant, puis que vous aimeriez avoir des outils pour pouvoir parler aux jeunes par rapport aux fausses nouvelles, pour les outiller. Donc, c'est vraiment pour les jeunes d'âge adolescent, on va dire, le 2e cycle du secondaire. Donc, la formation, vous allez ressortir avec des outils pédagogiques aussi. Donc, ça va être super intéressant le 4 mai et avec Projet Someone le 22 avril. Un gros merci aussi à Meetup Linux pour nous avoir offert si généreusement leur serveur. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci Romain, Alpha Numérique. Puis une bonne journée à vous, une bonne courte semaine. On est déjà mardi, ça va aller vite. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye.